voté avec 77,61% des voix et a écouté les commentaires des citoyens à cette époque-là. Celui-ci parlait de victoire, celui-là de plébiscite, cet autre de succès, tel autre de triomphe. Bref, les Maliens étaient euphorique. Ainsi, le 4 septembre 2013, Ibeka était donc dans son fauteuil de président du Mali avec comme slogan « Le Mali d'abord ». Le 4 septembre 2015, nous bouclons la deuxième année de pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du Mali, une occasion mise à profit pour passer en revue le chemin parcouru avec à cette presque mi-mada du chef de l'État du Mali qui a bien voulu accorder à la radio-télévision nationale du Mali, au RTM, et à Africa Télévision, la chaîne du continent. Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien. Et Sékou, bonjour également à vous. Bonjour, merci d'être avec moi sur ce plateau. Merci, ouais. Au cours de cet entretien, nous évoquerons essentiellement trois grandes thématiques. 1, défense, sécurité, diplomatie. 2, développement économique et social. 3, jeunesse et sport. D'abord, cette question, Monsieur le Président. Vous avez battu campagne avec un slogan très bref, avec ce message poignant, le Mali d'abord. 2 ans se sont écoulés, Monsieur le Président. Est-ce que le slogan des campagnes est aujourd'hui une règle de conduite de gestion du pays, le Mali d'abord? Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Diombélé, parfaitement à l'aise. Parfaitement à l'aise et plus que jamais, le Mali au cœur. Le Mali à cœur, le Mali. Tout pour le Mali, rien que pour le Mali. Je n'en ai pas dévié une seconde. Je l'ai dit du fond de mon cœur, parce que telle a été toujours ma vie, au service de ce pays, de ce peuple-là, qui m'a fait, auquel je dois tout. Je ne pense pas à l'escorie politicienne, mais je ne crois pas, pour ma part, avoir jamais dévié de ce chemin-là. Dans le Mali d'abord, objet de toutes mes préoccupations, nuit et jour, chaque seconde, depuis que ce mandat lourd, vous l'avez dit, en même temps quel capital de confiance m'a été accordé par mes concitoyens. Et c'est ce qui me vaut aujourd'hui d'aller et venir, de me battre au quotidien pour signifier le Mali. Et j'étais tellement ému, tellement senti le poids de l'histoire quand mon aîné, le président Bouteflika, m'a dit, il y a 2 jours, les ministres sont témoins qui m'accompagnaient en Alger, Monsieur le Président, continuez à signifier le Mali, à dire le Mali, ce grand pays. Nous manquons de voix en Afrique. Il faut que l'Afrique dise au monde son être, ce qu'elle est, ce que valent ces peuples, les valeurs qui sont les nôtres. Le monde a besoin de cela. Monsieur le Président, continuez. Je pense que c'était un grand moment d'émotion. Monsieur Diombélé, je continue. Ce n'était pas un slogan creux de campagne. Vous pensez bien que ces 2 mots, honneur, dignité et le Mali d'abord, n'ont pas été choisis au hasard. Ils sont venus comme d'eux-mêmes. Donc je continue comme ça. Nous voyons maintenant notre premier sujet en image avec Ibrahim Traoré. C'est un élément qui traite de la défense, de la sécurité et de notre diplomatie. C'est un résumé de quelques actes posés dans la recherche de la paix dans notre pays, la consolidation de l'unité nationale. Nous regardons. Je juge devant Dieu et le peuple malien. À la tête du Mali depuis 2 ans, Ibrahim Boubacar Keïta affronte les multiples défis auxquels fait face le pays. Première préoccupation, la défense et la sécurité nationale. Le chef de l'État s'est attaqué à la réforme et à la refondation des forces armées et de sécurité.
jamais la patrie de Bamemba, de Tcheba, Soundiata Keïta, Firoun ne sera de nouveau assujetti par qui que ce soit. Oui, il y a 2 ans, la Grande Muette était sous-équipée. Elle était mal formée. La chaîne de commandement était brisée. Le moral des soldats était au talon. Aujourd'hui, tout cela n'est que triste souvenir. Pour traduire en actes concrets ses ambitions, le président de la République crée le Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Dans la foulée, le Mali s'est doté d'une loi d'orientation et de programmation militaire pour les 5 années à venir. Le but est de doter le pays d'un outil de défense capable de préserver ses intérêts fondamentaux. Au plan formation, ce sont 6 bataillons qui sont formés et opérationnels à ce jour grâce au soutien des partenaires et amis du Mali. Le chef de l'État est aussi descendu sur le terrain pour aller à la rencontre des hommes jusque dans les casernes. Une façon pour le président Keïta de rassurer et de remonter le moral des troupes. Soldats du Mali, armée du Mali, vous êtes mon arme de décision. Aujourd'hui, ce moral de la Grande Muette est bien au top, ce qui lui permet de maintenir toutes ses positions et d'assurer avec honneur et dignité sa mission régalienne. En 2 ans de mandat, les Maliens découvrent en Ibrahim Boubacar Keïta un président réconciliateur. Le tissu social déchiré par la crise multidimensionnelle se reconstitue au fil du temps. En inscrivant le dialogue au cœur de ses préoccupations, le chef de l'État veut rassembler tous les Maliens pour développer le pays. La signature à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale en est une parfaite illustration. Pour y parvenir, que de concessions de la part du président de la République, que de chemins parcourus. Ibrahim Boubacar Keïta parcourt le monde entier pour mobiliser autour du dossier Mali l'ensemble de la communauté internationale. Il concerte l'ensemble de la classe politique et des forces vives du pays. Il reçoit à Koulouba la rébellion. Le gouvernement multiplie les va-et-vient entre Alger et Bamako. Bref, une véritable offensive diplomatique qui aboutit à un accord de paix. Pour consolider les acquis et poursuivre les actions engagées, le chef de l'État met en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Sa mission, aider le président de la République à rassembler et réconcilier les filles et les fils d'un Mali un et indivisible. Monsieur le Président, quand vous arriviez aux affaires en 2013, l'armée malienne était en déliquescence, problèmes de formation, manque de matériel, tensions à l'interne, dissensions au sein des troupes, la liste, elle est longue. Nous sommes en 2015, les temps ont changé, quelques réalités aussi. Qu'avez-vous réussi, Monsieur le Président, dans votre démarche de mettre debout l'armée malienne? Merci, M. Diombélé. Vous savez, j'avais dit que ce qu'on avait vu dans les rues de Gao, au moment de l'intervention de Serval, des troupes déguenillées, des soldats sans chaussures, sans casque évidemment, bref, la misère. Ce n'est pas de l'émotionnel pour l'émotionnel. Je pense que la chose avait ému tout Malien digne de ce nom. Et moi, j'ai pris l'engagement que si je bénéficiais de la confiance de mes concitoyens, jamais plus le soldat malien ne manquera du minimum nécessaire pour être sur un champ de bataille. Ce pari est tenu. Quand il y avait un défilé militaire, quand il y avait des honneurs à rendre par tel ou tel corps de l'armée malienne, les gens venaient dépénailler, les uniformes étaient chamarrés, mais pas chamarrés dans le bon terme, parce que c'est des couleurs différentes, déchirés. Tout cela n'était pas pour la fierté du soldat. Je pense qu'aujourd'hui, on peut en toute honnêteté, en toute objectivité, avec les 3 tenues dont dispose chaque soldat de l'armée malienne, on peut dire que de ce point de vue-là, le soldat malien se sent de nouveau soldat et fier de l'être au service de son pays. Cela était requis. Nous l'avons réussi avec l'accompagnement de tout le peuple malien, de l'Assemblée nationale du Mali. Et je crois que c'est cela qui compte. Je sais qu'aujourd'hui, nos jeunes sous les armes
votre élément qui vient de passer l'a montré, avec l'accompagnement de nos partenaires au développement, nos amis partenaires de toujours, qui, dans le cadre de l'EUTM, European Union Training Mission, nous aident à remettre l'armée debout. Nous avons aujourd'hui des soldats qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui sont dans les standards internationaux requis. C'est cela que nous cherchions et n'ont pas fini. Nous pensons que la tâche est loin, très loin, à ce niveau-là, d'être satisfaisante. Il y a encore beaucoup à faire dans le domaine de l'équipement, dans le domaine de la formation, et nous y veillons quotidiennement. Je l'ai promis récemment lors de la visite du camp Tcheba. Nous allons poursuivre, nous allons le faire, Inch'Allah. Justement, Monsieur le Président, est-ce que la réalité sur le terrain ne ramène pas ces efforts à leur juste proportion, c'est-à-dire que de théorie pour ne pas parler de rhétorique? La loi d'orientation de programmation militaire, le Conseil national de réforme de la sécurité, on a l'impression que c'est de la théorie. En pratique, les Maliens auraient aimé entendre que d'ici quelques jours, des armements sont en provenance des ports de Dakar et de Conakry. Et même sur le terrain, la menace, on la voit, elle s'est nationalisée. Du nord, elle est venue au sud, Fakola, Kolangeba, de l'ouest au sud, au centre. Il faut une armée équipée pour faire face à ce cercle de feu-là. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est de la théorie. Quand le soldat a un nouvel uniforme, ce n'est pas de la théorie, de la rhétorique, M. Tangara. Quand le soldat malien a aujourd'hui des 12-7 et des 14-5, dont la puissance de feu, c'est veut dire quelque chose pour les militaires. Ce n'est pas de la rhétorique, ce n'est pas de la théorie. Nous savons ce que nous faisons. Ce qui est sûr, ma tâche régalienne au service du Mali, dans ce domaine-là, est en train de se faire jour après jour. Et ceux qui m'entendent, qui sont les premiers concernés, savent de quoi je parle. Si je comprends, Monsieur le Président, vous voulez dire que l'armée malienne va mieux, même s'il y a encore des écueils. Bon, vous n'êtes pas battu sur le seul terrain de réarmement de notre armée, vous vous êtes également mobilisé sur d'autres terrains, le terrain de la diplomatie, pour ramener non seulement les Maliens à l'intérieur, à parler le même langage, mais également avec vos partenaires à l'international. Mais qu'est-ce qui vous motive dans cette démarche? Qu'est-ce qui vous a orienté vers ça? Et qu'est-ce que vous faites exactement dans cette démarche diplomatique-là? Mais vous savez, ce qui me pose dans ça, mais c'est évident. La mission au service de mon pays, j'ai été élu pour cela. J'ai dès l'abord compris qu'il fallait remettre le Mali à l'ordre du jour, sous l'agenda. Autrement que par ce qu'on avait connu, l'agression multiforme que nous avions subie et qui nous avait valu le concours de l'ensemble de la communauté internationale qui a accouru pour nous aider à nous mettre hors d'état de suggestion. Mais vous savez, la vie aujourd'hui, la vie internationale est ainsi faite. Il faut que vous vous disiez, il faut que vous expliquiez, il faut que vous communiquiez, il faut que l'on sache qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous faites, ce qui vous arrive. Comment comptez-vous gérer cela? Il fallait le dire, il fallait le faire. J'ai pris mon bâton dès mon arrivée aux affaires, pas pour aller faire du tourisme. Là, il s'agissait de dire le Mali. De dire le Mali dans sa réalité, souvent déformé. Et combien? Oh, combien? De dire à nos amis que nous sommes ce pays qui vient de loin, qui est un vieux pays, qui a connu l'État depuis le XIe siècle, c'est pas d'aujourd'hui, qui est... La gestion, depuis ce temps-là, était une gestion policée, qui n'avait rien à envier à ceux des États existants de l'époque. Il n'était pas non plus légion. Mais nous avions une ambassade, je le répète, avec fierté, à Constantinople. Ce pays-là, le dire, le redire, et dire que ce pays, de tout temps, a eu vocation et mission que de paix. De paix et de commerce entre les hommes, de commerce entre les peuples, de commerce aussi bien matériel qu'humain et intellectuel. Tombouctou vient tout à l'esprit, Djenné vient à l'esprit. Et avec le monde d'alors, dont je le dis encore une fois, les capitales, les meilleurs, commercent avec nous. Redire ce Mali-là, dire que le Mali n'a pas changé. C'est un pays de convivialité, de partage, qu'au long des ans, au long des âges, nous nous sommes reconnus d'abord en tant que Maliens, en tant que citoyens de ce pays
fils d'un même terroir, d'une terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en partage. Nous n'en avons pas d'autre. On ne peut pas aller ailleurs. Et cela, il fallait le dire. Et dire que tout ce qu'il y avait comme thèse erronée concernant la volonté d'exclure tel ou tel ne tenait pas la route. Qu'il y a eu des incompréhensions. Dans le parcours des nations, dans le parcours des hommes, il y a quelquefois cela. Ça arrive que les hommes ne se comprennent pas, qu'il y ait des grandes incompréhensions sur la façon de faire, sur le mode opératoire, mais qu'il n'y a jamais eu une volonté délibérée au Mali de qui que ce soit, d'exclure qui que ce soit de la gestion de l'État du Mali et du partage de ce que nous avons en commun. Donc cela, il fallait le dire, et je l'ai fait. Monsieur le Président, toujours sur l'option diplomatique, c'est vrai, le processus de paix, il est irréversible, on ne peut plus faire marche arrière là-dessus, mais il semble y avoir un virage. Ainsi, on contextualise un peu votre élection. En 2013, vous avez beaucoup plus été élu pour faire la guerre que pour faire la paix, si on cause quotidiennement avec les Maliens. Mais l'option paix, on a du mal à savoir comment est-ce que ce virage-là s'est opéré. De volonté de faire la guerre, on en est venu à la paix. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Monsieur Tangara, peut-être que j'ai eu là un défaut d'appréhension de ma mission. J'ai compris, moi, que la mission que les Maliens m'avaient assignée était une mission de paix. Faire la paix dans ce pays. Les 77%, c'était un vote populaire. Chacun disait Ibeka, c'est l'homme à poigne, l'homme ferme. J'ai bien compris que les Maliens voulaient que cet homme-là amène la paix dans les foyers. Qu'il allait venir soit de nouveau libre, qu'on n'a pas besoin d'escorte pour aller de Hombori à Gao, et que ceux qui avaient l'habitude de vivre ensemble en bonne intelligence continuent de le faire dans un pays sécurisé, dans un pays qui reprend confiance en lui-même, dont les fils se font de nouveau confiance et s'estiment de nouveau, envisagent l'avenir ensemble. C'est cela que moi j'ai compris comme mission. Et c'est à cela que je me suis dédié. Et c'est à cela qu'aujourd'hui, je consacre tout mon temps, l'essentiel de mon temps. Je n'ai pas compris que les Maliens voulaient que je vienne comme maréchal de l'armée malienne pour prendre la tête de quelle armée de conquête? Conquête contre qui? Contre soi-même? Non. Non. Quand les fils d'un même pays ne se comprennent pas, quand il y a incompréhension, je crois que ce n'est pas l'arme lourde, la grosse bertha qu'il faut sortir. Il faut parler, il faut dialoguer. Il faut revenir aux fondamentaux, se retrouver sur les bases qui nous firent et qui ont fait que ce pays a été admiré de tout temps comme un pays d'équilibre, un pays d'harmonie, un pays d'entente entre les citoyens. C'est cela ma mission. Ainsi l'ai-je comprise et c'est ce que je pratique. La sécurité est l'une des priorités majeures des Maliens, c'est une évidence, mais aujourd'hui, la réalité aussi, c'est que la situation sécuritaire dans le pays reste encore très préoccupante. Et cela, malgré la signature le 15 mai dernier de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu de long processus d'Alger, un accord dont l'application est mise en mal avec quelques attaques avec leur cortège de victimes. Ça ne va pas beaucoup sur le terrain, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un phénomène général d'insécurité qui est mondial. Nulle part, vous n'avez une zone de sécurité absolue, nulle part au monde. Et chez nous, en raison de ce que nous avons vécu, nous allons traîner encore pendant longtemps des séquelles de tout cela. Des hommes en armes, un peu partout, et d'obédiences différentes. Il y a aussi le banditisme résiduel. Il y a les crimes transfrontaliers, les crimes organisés, qui sont invités dans la partie également aussi. Tout cela, avec ça et là des tentatives également de se faire une nouvelle réputation sur la fausse base de la religion, notre religion bien-aimée, l'islam. Il y a tout cela. C'est notre quotidien. Nous allons apprendre à faire avec ça. Mais avec ça, en nous organisant aussi, pour combattre cela aussi. Parce que nous voulons un pays apaisé, nous voulons un pays en sécurité. Pourquoi nous sommes aujourd'hui soucieux de diversifier toutes nos sources de partenariat pour que ce qu'il faut soit à notre portée, acquis par nous, pour notre défense nationale, pour notre sécurité nationale. Nous n'avons aucune ambition
de faire du Mali un pays sécurisé, pour l'essentiel. Des tâches résiduelles seront toujours là, mais elles seront résorbées, elles seront combattues. Je déplore ce qui continue de se faire. Et vous savez, on a connu des phases historiques où les choses ont été pires. Donc l'histoire contemporaine nous enseigne beaucoup de choses. Il n'y a pas là de quoi penser que notre accord de paix n'a pas de sens, n'est pas utile. Sûrement oui, parce que un accord de paix, dans son application, demande la patience. Et je l'ai dit, Urubi et Torbi, j'ai dit que l'accord de paix était incontournable. Et c'est l'honneur de notre peuple, dans toutes ses composantes. Y compris et surtout nos leaders religieux. Je ne parle pas pour leur faire plaisir. Je dis ce qui est. Ont compris rapidement de quoi il s'agissait. Se sont mis en mission d'eux-mêmes pour parcourir le monde. Au-dedans, notre société civile a été magnifique. Nos partenaires n'ont pas manqué de répondre également, d'être au rendez-vous. Tout cela nous a valu, après un cheminement long, difficile, laborieux, de parvenir à ce qu'on appelle l'accord d'Alger et qui a été signé à Bamako. Et qui est un cadre dans lequel nous pouvons évoluer, nous allons évoluer pour achever une paix durable à notre sein. Et entre nous et d'autres également aussi. Sécuriser notre environnement aussi. Donc, je pense que l'accord est absolument une chance pour le Mali. Absolument une chance pour le Mali. Non seulement pour le Mali, mais pour le Sahel, pour tous nos voisins, et ceux notamment avec lesquels nous sommes aujourd'hui regroupés au sein du G5 Sahel. Nous sommes tous concernés. Ce qui se passe chez ton voisin, tu as intérêt à absolument être solidaire et à envisager les voies et moyens pour que vous puissiez éteindre ce feu-là. C'était notre propos hier à Niamey avec le président Mahamadou Issoufou, pays dont la solidarité avec le nôtre n'a jamais fait défaut et qui a une claire conscience des enjeux et surtout de l'implication très intime de nos intérêts en ces matières-là. Et pourquoi nous sommes solidaires également, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en ait pour l'instant épargné, de la lutte que le peuple nigérien, les peuples du Nigeria, les peuples du Tchad, les peuples du Cameroun, le Bénin mènent contre Boko Haram. Et donc c'est un phénomène nouveau, avec des moyens dont on ne sait pas comment d'ailleurs ils se les procurent, mais des moyens colossaux, des moyens d'un État. Quand un mouvement de ce type-là, terroriste, vous aligne des chars de combat, on se pose des questions. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de préoccupations, c'est vrai. Mais nous allons, Inch'Allah, avec la mise en application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, trouver là vraiment des solutions idoines pour nous mettre à l'abri. Parce que si l'on commence de manière diligente à appliquer l'accord de paix, rapidement, nous allons aller vers le DDR, la démobilisation, le désarmement et la réinsertion. Dès lors que les éléments en armes seront cantonnés, et tout celui-là qui se trouverait avec une arme quelconque de guerre aura à répondre. Et dans tous les cas, ce qui est normal dans un pays souverain, un État indépendant, un État membre des Nations Unies, c'est que la seule force, habilité, qui est vocation, mission et légitimité à port d'armes sur le territoire, c'est l'armée malienne. Ce sont nos femmes. Mais cela étant prévu dans l'accord, la mise à niveau et la récupération progressive du territoire national d'accord parti, il n'est guère besoin de se précipiter, mais d'appliquer l'accord de façon régulière. Vous ne pensez pas que ça traîne un peu, Monsieur le Président ? Depuis le 20 juin, les différentes commissions n'ont pas cessé de se réunir pour les réglages. Vous savez, ces choses sont complexes. Et je ne crois pas que ce soit un retard excessif, mais chacun a conscience qu'il faut aller vite. Surtout les derniers événements nous ont montré l'acuité et la nécessité d'aller très vite dans ce domaine-là.
Monsieur le Président, le 20 août dernier, puisque si on reste dans l'esprit de l'accord, 60 jours après sa signature, on devait voir la mise en place des forces armées reconstituées du Nord, et 60 jours après, ça tombait sur le 20 août dernier. Mais ANEFIS, Monsieur le Président, fait partie des derniers développements autour de cet accord. Est-ce que l'État a la bonne lecture par rapport au Gacha, par exemple? Souvent, quand on entend Bamako s'adresser au Gacha, il le fait de la même façon qu'il s'adressait dans le temps au MNLA ou à la CMA, par exemple. Or, le Gacha, au-delà de la milice tribale, c'est comme si c'était une milice républicaine, Monsieur le Président. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de s'adresser autrement au Gacha? Monsieur Tangara, vous ne me ferez pas glisser. Personne ne ferait glisser le républicain que je suis. Indécrottable. Dans une république, il ne saurait y avoir deux forces armées. Il n'y a que les forces armées du Mali. Seule habilité par la constitution du Mali, par les lois du Mali, à être en armes pour la défense nationale. Maintenant, de façon historique, telle communauté agressée dans un état de confusion et où le plus fort du point de vue de l'arme impose sa loi, les communautés cherchent des moyens de se défendre. Je crois que c'est ce qui a dû arriver, ce qui est arrivé sûrement, mais en aucun cas sur une injonction gouvernementale ou une création gouvernementale. Le Mali n'a pas de milice gouvernementale. Et, pardon, je pense que les groupes armés, en signant l'accord de paix, étaient à niveau égal. À niveau égal. Et je les considère comme tels. J'ai pleine conscience de mes responsabilités. Je suis aujourd'hui la voix du Mali. La voix du Mali, quand elle s'élève, doit dire la vérité. Le Mali ne ment pas. Le Mali ne trompe pas. Le Mali n'induit pas en erreur. En tout cas, tant que j'aurai cette voix du Mali. Okay. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on va faire des autres forces qui sont hors processus, qui n'ont pas signé l'accord, mais qui ont des capacités de nuisance avérées sur le terrain? Je vais parler d'Ansardine de Yagali, je vais parler du mouvement pour la libération du Massina. Qu'est-ce qu'on va faire avec elles, avec ces forces-là? Comment les intégrer dans le processus? Ce ne sont pas des partenaires. Je les considère comme des terroristes. Elles peuvent être la solution aussi, monsieur le Je les Président. considère comme des terroristes pour l'instant. Et elles seront combattues comme des terroristes. Ce n'est pas mes partenaires au dialogue. Les Maliens voudraient également avoir le cœur net sur la nature de l'amunissement dans notre pays. D'ailleurs, une récente étude révèle que 59,1% de vos concitoyens ne font guère confiance à la mission de l'ONU dans notre pays. Seulement 7% des Maliens font confiance à l'amunissement. On voudrait comprendre comment vous, en tant que président de la République du Mali, avec le gouvernement, comment gérer, je ne sais pas, entre un partenaire et puis une population. Quel est votre je déplore profondément cela. Ce n'est pas juste. Vous, hommes de presse, savez que l'amunissement, c'est nous. Nous sommes membres des Nations Unies. Je n'ai aucun complexe par rapport à ça. L'amunissement, c'est ma mission, en tant qu'État membre des Nations Unies. Et l'amunissement est ici à notre demande, à la requête du gouvernement du Mali, ne l'oublions jamais. Avec un mandat très clair, délivré par le Conseil de sécurité, qui est le régulateur de la paix mondiale. Nous savons également que c'est des tâches très complexes, très difficiles. Il faudrait un peu d'indulgence, un peu de compréhension, mais en aucun cas, ne commettre l'erreur de considérer l'amunissement comme une force ennemie. Elle ne l'est pas. Elle a une tâche très difficile. Donc je crois que celui qui vient vous aider à sortir de l'embourbement, celui qui vient vous aider à régler des questions aussi importantes de sécurité et de paix dans votre pays mérite un peu plus d'égard et de compréhension. On est un peu trop sévère quelquefois vis-à-vis de l'amunissement et ce rejet en bloc n'est pas normal. Vous devez, à ce niveau-là, aider le gouvernement à informer, à dire que l'amunissement n'est pas l'ennemi du Mali. Ne saurait l'être. Elle ne peut pas l'être. Elle ne saurait également en imposer au gouvernement du Mali. Je crois que pour cela, vous pouvez quand même compter sur votre chef de l'État. Je ne vois pas du tout quiconque venir me dicter ce que je dois faire au Mali ici. Donc je crois qu'il n'y a pas de raison. Que nous perdions confiance. Il n'y a aucune raison. C'est un partenariat.
une mission au service du Mali et de la paix mondiale. Parce que n'oublions jamais que ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé ici, concerne le monde entier. Si qu'à Dieu ne plaise, le verrou malien avait sauté, c'est l'Europe tout de suite. Et le reste du monde. Si nos espaces sahariens devaient devenir des terrains d'exercice, d'entraînement pour ce que l'on sait, ces forces rétrogrades, ces forces conservatrices, ces forces d'agression, le monde entier serait en danger. Et puis il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est invité dans tout cela aussi le narcotrafic, qui est une chose que j'aborde parce que j'en sais le danger. Moi, j'ai gardé le souvenir d'une jeune fille dont on donnait l'âge de 18 ans, sur le quai de Marseille. Mais on lui redonnait la soixantaine allègrement, tellement la drogue l'avait réduite à ça. En manque, elle était en train d'essayer d'arracher les rochers. Les mains ensanglantées, elle ne s'en rendait même pas compte. Quand on peut dépersonnaliser, rendre un être aussi monstrueux, on doit faire attention. Et cette drogue-là, aujourd'hui, s'est invitée chez nous. Des fortunes colossales sont entrées ici et là. On va s'en occuper. Monsieur le Président, à la guerre asymétrique, toujours pour rester dans cette première thématique, défense, sécurité, diplomatie, est venue s'ajouter l'insécurité à Bamako. Certains disent que ça a atteint des proportions jamais égalées. Quelques exemples, une quincaillerie à Amdalaï attaquée par des hommes armés vers 19h. On n'ajoute pas à cela le nombre de Maliens qui sont quotidiennement dépossédés de leurs motos. Les faits sont têtus, imparables, Monsieur le Président. Qu'allons-nous faire? Monsieur Tangara, une situation est là aujourd'hui de gestion de la sécurité dans un espace de liberté démocratique à observer. Il est des mesures que nous pourrions prendre, que d'entendrions-nous. Nous essayons de faire sans jamais attenter aux libertés individuelles et collectives. C'est pas facile. C'est très facile que l'on prenne des mesures drastiques. Par exemple aux motos, par exemple la circulation des motocyclettes. Combien de gens pénaliseront-nous? Il est également bon ton de dire que rien n'est fait, qu'il y a l'insécurité absolue. Non, il faut savoir raison garder en toutes choses. Ce sont des faits. Les faits que vous avez dit, je ne me ferai jamais, jamais à l'idée de les récuser. Ils sont là. Mais en même temps aussi, il serait bon de dire ce que vous voyez, que vous sentez dans les rues depuis quelque temps. Il y a un effort de mobilisation. Et nos équipes ont des résultats. Ce sont les tâches régaliennes peut-être de ce qu'on voit au niveau de la circulation. C'est leur travail, ça, Monsieur le Président. Mais, Monsieur Tangara, vous me dites, vous, qu'il y a l'insécurité, et en laissant penser qu'elle n'est pas combattue, qu'il n'y a pas de remède à cela, je suis obligé de vous dire que oui, les faits que vous dites existent réellement, ont existé, mais qu'il y a des remèdes, il y a des solutions qui sont en cours. Et les stopper en un jour, dans la seconde, je ne vous le dirai pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je rends hommage d'ailleurs à nos forces de sécurité qui travaillent dans des conditions difficiles. Vous savez, M. Tangara, on vient de loin. Hein? On vient de loin. Tout est à reconsidérer, à rebâtir, sinon à refonder. C'est ça la vérité. Mais nous sommes en train de fonder, nous sommes en train de créer, presque ex abrupto, ex nihilo. C'est pas facile, c'est pas évident. Dans ces conditions-là, tout progrès est à noter. Je pense que là aussi, on est intellectuel. Le dire n'est pas mauvais. C'est vrai que ces faits existent. C'est vrai que ces faits sont révoltants. C'est vrai que ces faits nous ont interpellés fortement. Mais il est bon aussi de dire que nos chargés de la sécurité, le ministère, les forces en charge de le faire, abattent un travail colossal, nuit et jour. Pendant que nous dormons, cela patrouille dans l'obscurité, dans les quartiers périphériques, difficiles d'accès, qui ont pullulé au risque de leur vie. C'est vrai, c'est leur travail, ils le font, mais il faut le saluer.
Il faut l'indiquer. Monsieur le Président, on va donc passer à notre deuxième chapitre, mais avant cela, en un mot, qu'avez-vous à dire aujourd'hui aux Maliens pour les rassurer sur le plan défense, sécurité dans notre pays? Leur dire que les faits dont M. Tangara vient de parler sont des faits qui révoltent, qui peuvent inquiéter. Mais qu'ils sachent que nous vivons au-dedans. Et nous en sommes responsables, nous, en charge de la sécurité des Maliens. Et que nous faisons tout, nous entreprenons tout ce qui est en notre pouvoir. Et même au-delà, pour que cela ne soit pas. Cela soit freiné et éradiqué, enrayé. Nous le faisons au quotidien. Mais que nous sommes conscients de cela. Mais que les citoyens comprennent que la sécurité collective est d'abord individuelle. Chacun de nous est en charge de cette sécurité-là quelque part. Les comportements qui sortent de l'ordinaire, inhabituels, doivent interpeller chacun de nous. Il est des habitudes que l'on avait prises dans ce pays, d'hospitalité, c'est vrai, d'accueillir n'importe qui, pourvu simplement pour peu qu'il vous dise simplement qu'il est musulman, qu'il ait un turban quelque part, on l'accueille ce soir, sans précaution. Ce sont des choses aujourd'hui à éviter. Nous en avons parlé avec les religieux, ils en sont conscients. Qu'on soit également vigilant par rapport au voisinage, à la proximité. On doit aider les forces de sécurité. On ne peut pas être partout, on ne peut pas deviner des choses. Ces choses-là, quelquefois, sont vécues au plus près de nous. Nous n'y faisons pas attention, nous n'y prêtons pas attention. Ou même quand on n'y prête attention, on se dit, oh, c'est pas mon problème, c'est votre problème. Donc, je pense que la participation citoyenne à la défense et à la sécurité dans le temps que nous courons est essentielle. Et j'aurais invité et engagé les Maliennes et les Maliens à accompagner nos forces de sécurité, leurs enfants, leurs maris, leurs parents, à bien faire leur travail. Et le gouvernement en est totalement conscient. Le Premier ministre réunit chaque fois les conseils de cabinet sur ce thème-là. Et les mesures idoines, tout ce qui peut mettre les Maliens en confort, dès l'instant où nous en sommes informés, fait l'objet d'une préoccupation particulière, d'un traitement particulier. Nous ne laissons jamais ces choses-là en l'état. Maintenant, le deuxième sujet, développement économique et social, gros plan avec Ibrahim Traoré. Une économie stable dans un pays secoué par une crise sécuritaire, c'est bien le cas du Mali. d'1,7% en 2013, la croissance de l'économie nationale est passée à plus de 7% en 2014. Résultat de l'engagement du président de la République à relancer l'économie du pays pour le bonheur des Maliens. Pour atteindre cet objectif, les autorités nationales s'appuient sur la feuille de route axée sur l'assainissement de toute la chaîne économique et des dépenses, notamment le trésor, la douane et les impôts. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises ressentent la vitalité et les réformes engagées dans le système bancaire et de la microfinance. Le flux des échanges commerciaux s'accroît progressivement. Tout cela est soutenu par un appui conséquent des institutions de Bretton Woods. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, la relance économique passe impérativement par le financement et la promotion de l'agriculture. Déjà, sur décision du chef de l'État, 15% du budget national sont consacrés à l'agriculture. En plus, la mécanisation de ce secteur devient de plus en plus une réalité. Très bientôt, Ibrahim Boubacar Keïta mettra à la disposition des paysans 1000 tracteurs, ce qui devrait augmenter considérablement la productivité à travers le pays. À cela s'ajoute la subvention des intrants agricoles. Le sac de l'engrais est cédé actuellement à 11 000 francs CFA. Enfin, pour atteindre l'objectif 800 000 tonnes, le chef de l'État a posé récemment la première pierre d'une usine d'égrenage de coton à Kadiolo. En dépit de la situation actuelle, les autorités mettent en œuvre et envisagent de grands chantiers de développement. Le président Ibeka entame cette phase de son quinquennat en bâtisseur.
Bamako aura bientôt, par exemple, son hôtel Sheraton High Standing avec un investissement de 40 milliards de francs CFA. En plus, Ibeka entend offrir aux Maliens 50 000 logements sociaux. Après la remise des clés à plus de 1500 premiers bénéficiaires, 20 000 autres en bénéficieront dans 18 mois. Autre grand chantier sur lequel le président Ibrahim Boubacar Keïta est engagé, c'est bien le désenclavement intérieur et extérieur du pays. Les projets routiers ainsi réalisés font le bonheur des populations comme celui de Maou dans la région de Sikasso. En termes de perspective, les autorités nationales envisagent la construction du 4e pont de Bamako, la route Kaye-Kenyeba, celle de Gao-Kidal à la frontière algérienne et bien d'autres projets routiers. Au plan santé, plus de 100 000 personnes peuvent désormais profiter du nouveau centre de santé de Niena à Sikasso. Le président Ibeka a posé la première pierre du centre d'hémodialyse de l'hôpital régional pour répondre à cet autre besoin des populations. L'éducation et la formation restent aussi une des priorités du président de la République. Il a inauguré récemment à Koutiala un institut de formation des maîtres et un centre de formation professionnelle à Yorosso. Par ces actions enclenchées, Ibrahim Boubacar Keïta entend transformer dans les années à venir le Mali malgré les difficultés actuelles. Pour amorcer la relance économique, est-ce qu'il faudrait s'appuyer par la bonne moisson qui a été faite à Bruxelles, la conférence des donateurs, ou ça va être des investissements propres, internes au Mali? Comment trouver l'argent pour financer tout cela? Merci, M. Tangara. Tout pays qui n'a pas d'ambition n'a pas de raison d'exister. Et quand on a une ambition, on se donne les moyens d'atteindre l'ambition. Chacun m'a entendu dans ce pays dire que notre pays a de l'or, certains disent du diamant. Moi, mon or au Mali, c'est l'or vert, c'est l'agriculture. Je suis bien conscient que depuis des temps immémoriaux, le Bambouk, le Bouré ont été des régions pourvoyeuses d'or, au-dedans comme au dehors. Ça nous a valu des misères. Les sultans qui sont venus du nord, la conquête du Soudan pour l'or du Soudan, tout cela. Mais notre or qui jamais ne nous lâchera, c'est notre sol, notre terre, notre agriculture. Pourquoi j'en ai fait une priorité absolue. Et je suis content que l'ensemble national m'ait suivi, particulièrement nos élus, d'allouer 15% du budget national au monde rural, à la promotion de l'agriculture dans notre pays. Et récemment, nous allons augmenter le parc mécanisé avec 1 millier de tracteurs. Ce n'est pas des gadgets, c'est du concret. Si nous arrivons à accroître la productivité, la production, évidemment, cela ne nous appauvrira pas. Nous avons également des atouts. Nous avons des ressources classiques du Mali. On nous dit 3e producteur d'or d'Afrique. Ce secteur-là va devoir de plus en plus, et déjà il le fait, il a un apport assez important, assez conséquent dans notre budget national et dans notre PIB. Mais tout cela, avec les nouvelles installations, les nouvelles mines, va connaître un accroissement. Je crois également que nous avons, on ne dit pas assez dans ce pays, des ressources humaines pas suffisamment qualifiées, mais quand elles le sont très bien. Moi, j'étais sidéré de voir ce que dans le domaine qui m'intéresse, l'agriculture, notamment l'élevage, nos chercheurs font merveille. Quand j'ai vu que dans des pays d'Afrique australe que j'ai visités, les vaccins maliens sont utilisés, les gens viennent s'approvisionner au Mali, j'ai dit bravo. Voilà encore un domaine qui est méconnu. C'est que ça se passe comme si on dit là. Non, je crois que le développement du Mali passera par des ressources générées pour l'essentiel par les Maliens. L'aide, l'appui de nos amis, de nos partenaires sera toujours le bienvenu, mais ce n'est pas sur ça que nous comptons d'abord pour la relance économique du Mali. Il y a un optimisme qui est
permis, qui n'est pas un optimisme béat, mièvre, qui est un optimisme mesuré, raisonnable, et qui s'appuie sur des choses. Moi, j'étais fier, j'étais à Abuja, quand, dans la revue économique, on a dit, parmi les pays de la CEDEAO, le Mali aujourd'hui est dans la 3e position, et à lui et moi, vous savez très bien que nous sommes aujourd'hui en climat des affaires le premier, et que nous avons pris en 2012, nous savons qu'il y avait 0% de croissance, qu'en 2013, il y avait 1,7%, que là, à Abuja, quand on a dit 7,2%, je me demandais si on ne s'était pas trompé. Donc, le pays bouge, le pays avance. Ne soyons pas chagrins. On dit dans notre langue que si tu n'aimes pas le lièvre, dis-le au moins, reconnais au moins qu'il a des grandes oreilles et qu'il court vite. Et ça, c'est un fait. Il saute aussi. Donc, je pense qu'il y a des atouts. Mais pas seulement. La coopération internationale également, le partenariat. Nos amis également nous aident. Il y a une mobilisation autour du Mali, au chevet du Mali, pour le Mali. Et après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la communauté internationale se propose encore de se réunir aux fins d'examiner ce qu'il va falloir mettre dans les pipes pour accompagner le Mali. Et nous saurons en faire bon usage. Je crois que c'est cela. On sait le rôle de l'endettement dans le développement des pays, même les pays considérés aujourd'hui comme les pays développés, recourent à l'endettement. Il n'y a aucune honte à cela. Mais nous voudrions faire en sorte d'abord de compter d'abord sur nous-mêmes. Donc pour le développement du Mali, les ressources seront obtenues, Inch'Allah. Et si nous avons déjà aujourd'hui appuré notre dette intérieure, ce qui est vraiment quelque chose de fabuleux, nous n'avons pas de dette intérieure au Mali aujourd'hui. Nous avons également un PIB à 6 000 milliards. Ça va faire rêver. Je pense que nous sommes en train de reprendre le très bon chemin. Et également avec une rigueur de gestion, avec une dépense publique plus serrée, plus mesurée, et plus regardante. Je crois que le Mali aura les moyens de son développement. Quand vous veniez aux affaires il y a de cela 2 ans, Monsieur le Président, c'est vrai que le secteur économique avait également reçu le choc de la grande crise généralisée. Et vous le saviez, mais vous aviez quand même promis une relance de l'économie. Après 2 ans de parcours, est-ce que la relance est vraiment au rendez-vous? Si oui, mais ça ne se ressent pas tellement dans le panier de la ménagère, Monsieur le Président. Je crois que personne ne peut contester aujourd'hui que nos équilibres macroéconomiques sont au rendez-vous. Personne ne peut contester aujourd'hui que, après la bourrasque que nous avons subie, qui fut vraiment d'une nature que je ne qualifierais pas, parce que jamais je n'ai vu aucun pays douter autant, ou faire se douter autant de lui-même. Mais ce n'est pas le pays. Un microcosme qui a quelque part joué contre le Mali. Comment on peut faire une réputation à son pays sur la base de supputations qui restent à vérifier? Je m'en remets aux ceux commis pour le faire, pour que tout cela soit bien éclairci. Avion présidentiel, dépenses extraordinaires en matière d'armement. Tout y a passé. Ce pays, malgré tout, a tenu le choc. J'ai tenu le choc. Ma réputation n'en a pas été écornée pour autant. Je viens de faire le pays profond. Et je sais, des hommes qui vous ont vu à l'œuvre, au long de votre parcours d'âge, dans différentes fonctions, qui vous savent, honnêtes jusqu'à la moelle, ne peuvent pas douter de vous. Je l'ai dit, moi je ne suis pas venu aux affaires dans ce pays-là pour me faire les poches, pour m'enrichir. Chef d'État du Mali, je suis encore dans ma résidence familiale. J'aurais pu louer n'importe quelle maison. L'État avait devoir de me loger. Et je sais combien je veille à ces choses-là, combien j'y veille. Et je dis toujours que faisons attention. L'homme d'État que je suis ne fera jamais dans le spectaculaire, même à dire des choses, mais de grâce. De grâce. De grâce. Ibeka ne vendra jamais
les matelas de la République. Monsieur le Président, beaucoup a été fait. Vous avez une vision assez claire là-dessus, mais cette bonne foi peut être plombée, Monsieur le Président, par la délinquance financière. Elle existe. Vous-même, vous avez laissé entendre un moment que vous serez impitoyable face aux dérives, les rétrocommissions. Le dernier rapport du vérificateur général fait ressortir un manque à gagner de 153 milliards pour l'État. Est-ce qu'à la fin de votre mandat, on va dire que sous Ibeka, sous son premier mandat, il y a eu des détournements? M. Tangara, au jour du bilan, mon honneur sera sauf. Quand je suis arrivé à Koulouba ici, j'ai trouvé près de 200 dossiers en souffrance. Je n'ai retenu aucun de ces dossiers. Tous ont été transmis à qui de droit. M. Tangara, depuis que je suis à Koulouba ici, moi j'ai dit, vous savez, je ne crains pas les hommes politiques, c'est ceux qui peuvent balancer. Je crains mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun magistrat malien, ils sont là, ne peut dire le président Ibeka m'a enjoint d'eux, jamais. Même ceux, mes amis, qui avaient commerce avec moi, commerce régulier, je me suis tenu à distance. Pas que je n'ai plus d'amitié pour eux, mais par éthique. Je ne bloquerai rien, je ne bloquerai rien. Les dossiers qui ont été transmis à la justice sont au passé antérieur, Monsieur le Président. C'est 2010, Ceux 2011, 2012. Pour les cas de l'APEJ, par exemple, un exemple concret. Monsieur Tangara, aucun dossier ne fera l'objet de soustraction ou de faveur de notre part. Aucun. Même ceux à compter de 2013, de septembre 2013 à nos jours. Surtout. Aucune faveur. Surtout ceux-là. Monsieur le Président, vous êtes toujours dans la logique d'offrir des logements décents au plus grand nombre de Maliens. Et le dernier événement, c'est justement l'attribution de 2250 logements sociaux à Tabakoro. Mais paradoxe, de l'autre côté, vous démolissez également des habitations des citoyens. Qu'est-ce qui se passe? Senghor a dit une chose, le président Senghor, l'Afrique est en retard parce qu'il lui manque singulièrement la méthode et l'organisation. Sérieux les choses. Le premier problème, le logement social. Au XXIe siècle, un logement décent n'est pas un luxe. Non. Vous savez que chaque fois qu'il y a une pluie diluvienne, moi je ne dors pas. J'ai peur de ce qui peut être advenu dans les quartiers périphériques. J'en ai souci. Donc faire en sorte que nos compatriotes puissent accéder à des logements décents pour sécuriser leurs familles, leurs enfants, est un devoir régalien de l'État. Régalien de l'État. Et nous sommes toujours dans un monde où il y a des références à fixer. On fixe des plafonds. On a dit 50 000, on peut aller au-delà de cela. Mais tâchez en tout cas de faire en sorte que nous n'en soyons pas en deçà. Et pas qu'à Bamako. Parce qu'on a souvent l'impression que l'arbre cache la forêt. On ne connaît pas le Mali. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Vous savez, d'être sorti, d'être allé en troisième région, bien que l'on m'ait dit que c'est l'hivernage, c'est là. Mais je crois que c'est un président peut-être cloné que vous avez devant vous. Tant c'est rafraîchissant, tant c'est gratifiant. Là aussi, j'ai vu qu'il y a des programmes aussi bien à Sikasso qu'à Kouchala, à Yorosso, des programmes de logements sociaux. Et on va continuer. On va continuer de les construire, de les distribuer, de faire en sorte que chacun sente et sache que ce n'est pas hors de sa portée. Vous avez ajouté qu'on construit, on démolit. Moi, je suis partisan toute ma vie. Je crois que mon parcours politique et idéologique, pour ceux qui sont dans la peine de les visiter, ça, c'est un combat pour la liberté, c'est un combat pour la démocratie. Mais démocratie, messieurs les journalistes, ne veut pas dire chanli. Ça ne veut pas dire la chanli, ça ne veut pas dire la licence à tout faire. Je fais ce qu'il me plaît de faire. Je défie l'État. Non. On ne défie pas l'État, on ne défie pas la puissance publique. Moi, je suis là pour les normes. Quiconque défie l'État est rappelé à l'ordre. Quiconque défie l'État
Dans le cas d'espèces, il y a eu des circonstances, l'hivernage, qui a accru l'émotion autour de cela. Mais les en cause savent très bien qu'ils ont fait preuve d'incivisme. Surtout, par-delà eux, les maires. Les maires et les édiles qui se sont amusés à vendre des lots comme des petits pains. Et cela d'ailleurs va venir également aussi dans le cours du reste du mandat. Notre intransigeance vis-à-vis de cela, qui doivent comprendre leur rôle d'édiles municipaux, autrement que comme des commerçants, des vendeurs de lots, de morcellement d'espace, et d'espaces qui ne leur appartiennent pas. C'est ce qui est arrivé. Et je crois que les affaires foncières, le domaine de l'État, ont averti, ont dit, on a pensé qu'on pouvait passer outre, qu'on pouvait défier l'État. Je crois que de plus en plus, de mieux en mieux, il faudra que nos concitoyens comprennent également aussi que la démocratie, c'est les droits, certes, mais c'est les devoirs aussi. Et le premier devoir d'un citoyen, c'est le respect des normes qui sont au service de tous. Une société où il n'y a pas de normes est une société sauvage, où chacun est à la merci de chacun. C'est la jungle. Non, il n'y aura pas de jungle au Mali. Est-ce que, Monsieur le Président, l'État n'est pas aussi interpellé à ce niveau-là? Est-ce qu'il ne faut pas une révolution dans ce domaine, puisque ceux dont les maisons ont été démolies, la plupart du temps, les parcelles leur ont été attribuées souvent par des représentants de l'État. Ils ont eu des autorisations de construire délivrées par l'État malien, des actes notariés. Est-ce qu'il ne faut pas une véritable réforme, assainir vraiment ce niveau-là, si l'État n'est pas interpellé à ce niveau-là? Mais, Tangara, vous avez posé la question. Et il ne passera pas sous silence. C'est eux qui ont fait ça. Et en le faisant, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils se sont dit, on peut le faire. Souvent, j'entends ça qui me révolte. C'est le Mali. Non. Le Mali sera davantage synonyme de rigueur et de respect de la réglementation et des normes. Cette formule à l'emporte-pièce, là, c'est le Mali. Non. Non. Vous avez parfaitement raison. Les gens de l'État sont coupables, sont en cause. La responsabilité, dès lors qu'elle sera située, parce que je ne frappe jamais hors la loi. Dura lex, ted lex. Mais si la loi dit que vous êtes coupable, à vous répondre de ça. Donc les agents de l'État n'ont pas été, dans cette affaire-là, hors de toute responsabilité. C'est eux. Le cas de Kati n'est pas un cas singulier. Autour de toutes nos grandes villes, ces gens se sont amusés à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Là aussi, M. Tangara, je m'honore d'avoir été chef du gouvernement de ce pays, d'avoir été ambassadeur, Premier ministre. Et je pense que à ce niveau-là, mon patrimoine qui a été redéposé encore, Monsieur le Président de la Cour suprême, est clair. Il y a des zones parfaitement non édificantes dans lesquelles les gens se sont évertués à construire. C'est la pagaille. C'est la pagaille. Vous avez raison. Quand vous dites, vous avez dit une révolution, c'est une remise en cause de choses qui semblent acquises et établies, mais faussement, contre le droit des hommes, contre le droit des gens. Oui, j'entends la révolution ici. Et il y a quelque chose à faire à ce domaine-là, Inch'Allah. Toujours dans ce chapitre développement économique et social, quelle est la place que vous réservez à la jeunesse aujourd'hui? Évidemment, elle ploie sous le poids du chômage. Oui, ça c'est vraiment, chers amis, le défi majeur. Le défi majeur. Partout où on passe, on voit que notre population est jeune. Et le grand défi, répondre à l'attente, à l'espoir de cette jeunesse. Et comment le faire? En faisant en sorte qu'il y ait un espace d'emploi toujours plus large par la mise en œuvre de programmes et de projets qui soient capables de résorber ce chômage de la jeunesse, par la diversification des formations.
Et ce que j'ai fait à Yorosso prélude un peu à ça. C'est cette voie-là dans laquelle il va falloir aller. Des centres de formation professionnelle de plus en plus nombreux, de mieux en mieux équipés et de plus en plus diversifiés. Parce qu'il faut que notre jeunesse se forme. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi j'avoue que quand on a besoin aujourd'hui d'un plombier compétent, d'un électricien compétent, on a du mal. Et on nous dit, vous donnez du travail aux autres et pas aux vôtres. Vous n'avez pas confiance en la main-d'œuvre malienne. Moi je veux bien, mais souvent, mes frères, il y a des problèmes. Hein. Et nous avons eu les meilleurs artisans ici, nous avons eu les ébénistes les plus merveilleux, les forgerons, la ferronnerie d'art, tout ça nous avons eu. Mais au fil des ans, les choses se sont délitées. Le gain facile a pris le pas sur tout. On a commencé à tricher sur la qualité du bois, la qualité du fer. Et on a perdu même ce que l'on savait faire. Il y a donc aujourd'hui à convaincre également la jeunesse que tout le monde ne peut pas être utile dans un bureau et que le bureau ne paye pas son homme. Il y a des mentalités à faire évoluer. Il y a également au niveau de l'offre de formation à faire l'adéquation. On le dit depuis longtemps. Emploi-formation, on le dit depuis longtemps. Que l'on voit les qualifications. Moi-même, j'ai coutume de dire que tout pays qui n'aura pas su qualifier ses ressources humaines sera un pays largué, irrémédiablement largué. Car Dieu ne plaise que ce soit le cas du Mali. Et je dis que nul ne sera invité au banquet de l'universel qu'il n'aura mérité. Vous pourrez geindre comme vous voudrez, vous pleurer comme vous voudrez. J'ai été colonisé, j'ai eu tel présenteur. D'autres l'ont eu aussi, qui sont debout, droits et qui avancent dans le vent. Et qui donnent aujourd'hui le ton. L'Asie est là. Quand je suis allé au Vietnam après la libération, j'ai eu beaucoup de peine le constat de la condition ouvrière. Ma réunion avec le parti Nandan, le parti du travail du Vietnam, ils m'ont dit, Monsieur Keïta, vous êtes un ami de notre pays, de notre peuple, et nous avons senti votre vive émotion en visitant telle unité. Mais sachez que nous en sommes conscients, que c'est le prix à payer pour nous, volontairement, pour l'acquisition du know-how. Dès lors que nous l'aurons acquis, ce savoir-faire, nos éléments vont prendre eux-mêmes l'unité industrielle en main. Leur situation s'améliorera au fur et à mesure. Ce jour-là, il y avait une forêt de vélos à travers laquelle on circulait dans Saigon, au Chi Minh Ville. Et aujourd'hui, ce sont les voitures japonaises flamboyantes. Il y a des modèles. Il faut donc que nous fassions comprendre à notre jeunesse que tout n'est pas dans le bureau. La terre nourrit son homme au Mali. Le président, vous avez, au départ, vous avez promis 200 000 emplois d'ici à l'horizon 2018. 2 ans après, si on reprend l'expression de Diomaye, presque à mi-mandat, qu'est-ce qui a été fait concrètement et dans quel domaine? Combien ont été recrutés? Je suis à 2 ans de mandat, chaque chose en son temps. Ce qui a été dit, le gouvernement sous l'autorité de mon aîné, le premier ministre Modibo Keïta, s'est dévancié, s'est attelé dès le premier jour à passer dans le concret mon projet présidentiel. Et si, avec l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que nous avons comme intention d'investissement, tout ce que nous avons comme projet dans les différents secteurs arrivait à voir le jour, et ils verront le jour, Inch'Allah. Je crois que cette promesse qui semble hors d'atteinte, qui semble mirifique, ce but sera atteint, Inch'Allah. Notre dernier thème, sport et jeunesse, nous regardons l'élément confectionné par Khalifa Namantraoui. Quand
les plus jeunes montrent la voie du succès, l'avenir ne pourrait qu'être radieux. L'équipe nationale de basketball des moins de 16 ans a sans nul doute porté haut le drapeau national lors de l'afro-basket de la catégorie, réussissant un parcours sans faute à Madagascar. Avec 6 victoires en 6 sorties, la cuvée 2015 des cadettes permet au Mali de conserver sa suprématie sur le continent avec 4 titres en autant d'éditions. Les garçons, eux, ont failli emboîter le pas aux filles. La compétition tenue à Bamako du 30 juillet au 8 août dernier a bien été une réussite sur le plan organisationnel et mobilisation. L'équipe malienne montre un visage séduisant avec beaucoup de combativité. Malheureusement, elle échoue en finale devant l'Égypte lors de sa seule défaite du tournoi. Comme en basketball, les cadets sont également à l'honneur en football. Qualifiés sur tapis vert après la double confrontation perdue contre le Bénin, les Aiglonnais font forte impression à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans à Niamey au Niger. La date du 1er mars 2015 reste désormais dans les annales du sport malien car ce jour, une sélection nationale de football remporte un trophée continental. Les mots d'espoir et d'encouragement du président Ibrahim Boubacar Keïta lors de la cérémonie d'accueil à Koulouba traduisent la fierté de tout le peuple malien d'avoir enfin vaincu un signe indien. Quelques mois plus tard, loin, très loin d'ailleurs, dans le Pacifique, le Mali sera bien la vedette de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Sous la houlette de Fanieri Diarra et malgré le décalage horaire, les Aiglons réalisent un parcours exemplaire avec au bout la 3e place en Nouvelle-Zélande et le trophée des meilleurs joueurs de la compétition revenu à Adama Traoré. Le Mali en 2015, c'est la participation à 4 phases finales. CAN senior, junior, cadet, moins de 23 ans, une performance que notre pays partage seulement avec l'Afrique du Sud et la Zambie. D'autres disciplines se sont illustrées lors des tournois régionaux, notamment le karaté avec ses différentes médailles lors du 15e championnat d'Afrique senior à Dakar et la 11e édition de la Coupe internationale du roi Mohamed VI, le Vovinam Viet Vo Dao. Ismaël Koulibaly a lui occupé la 3e marche du podium à l'Open mondial de taekwondo en Russie. Avec la nouvelle politique nationale de promotion et de développement du sport, élaborée par le ministère des Sports après une large concertation des différents acteurs et la redynamisation du sport scolaire et universitaire, les différentes disciplines peuvent désormais mieux rayonner dans l'arène internationale. Voilà des résultats encourageants engrangés dans plusieurs disciplines, Monsieur le Président. Et qu'avez-vous comme politique pour consolider ces acquis? D'abord, permettez que je félicite tous ceux passés et présents auxquels nous devons ces embellis. Ce n'est pas le travail d'un jour. Ceux qui sont passés avant nous ont fait leur travail. Le travail d'amorce, de confort. Nous sommes aujourd'hui en train d'engranger des résultats assez probants dans tous les domaines. Tout à l'heure, quand j'ai vu l'élément, n'est pas plus sportif pourtant, ancien sportif arts martiaux, donc je devrais être vraiment quelqu'un qui admet ces choses-là. Ah oui. On avait passé avec cruauté cette finale de basket où nous avons perdu d'1 point. Je n'ai pas épilogué là-dessus, mais c'est dur. On a beau être sportif, c'est dur. Bon, mais c'est la loi du sport. Pour le reste, le basket est en train de devenir un sport qui porte le haut le Mali. Le sport de nos jours est devenu comme le drapeau sur les champs des batailles du passé. Il ne faut pas qu'il tombe. Et celui qui a repris le flambeau malien aujourd'hui, c'est le basket. Et je voudrais donc vraiment l'encourager à poursuivre et à rester aujourd'hui désormais dans le peloton de tête du basket africain. Nous avons l'exemple d'un pays comme l'Angola,
qui s'y trouve et qui s'y maintient. Je ne dis pas cela en oubliant ce que nous devons aux autres sports, qui doivent tous être encouragés. Nous sommes un pays omnisport. Et il y a aujourd'hui, on le sait également, pas seulement au Mali, dans le monde entier, un engouement tout particulier pour le football. Je pense que chaque fois que nous sommes désunis, nous perdons. Il faut que nous comprenions définitivement que plus qu'aucun autre, nous sommes condamnés, nous Maliens, à nous entendre, à dépasser nos querelles de clocher. Chacun de nous a un ego surdimensionné. Non, moyen. Donc, c'est une chose dont je dois avouer que j'ai fait mienne, moi aussi, assez récemment. On sait mon tempérament vif. Je réagissais au quart de tour, mais c'est dérisoire. Pourquoi? Depuis que je suis dans cette fonction-là, j'essaie de cultiver l'humilité. Je crois que rien ne vaut l'humilité. Je pense que le peuple malien mérite de respect. Le public malien mérite le respect. Et il paye assez pour cela. Nous avons des supporters parmi les meilleurs. Ces gens-là font le tour du monde et à leurs frais. Il faut le savoir. Donc, tout cela comme engagement derrière des couleurs qui, au-delà des clubs, c'est les couleurs du pays, du Mali. Ça vaut quand même un peu de respect. Je pense donc que vraiment, il faut que l'on comprenne que c'est cela qui doit être la règle et pas le contraire. Et sinon, je voudrais encore une fois féliciter alors là chaleureusement nos enfants, les cadets, que j'ai reçus ici. C'était un bonheur. C'était un bonheur absolu. Et c'était un dû également que ce qu'on a fait pour eux qui est dérisoire par rapport au niveau où ils nous ont hissés. Tout un peuple était heureux. Tout un peuple a partagé cette gloire-là. Dieu à nos enfants. Alors c'est quand même, c'est un monde, c'est quand même assez, c'est grave. Ce sont les petits-enfants qui nous montrent le chemin. On se plaint de l'éducation, on se plaint du rôle de plus en plus abandonné des parents dans l'éducation des enfants. Si dans un cas comme ça, ce sont les enfants qui nous montrent le chemin. Qu'est-ce que vous voulez qu'un cadet pense s'il apprend que ces dirigeants nationaux se sont boxés? Il va-t-il les respecter? Va-t-il penser que ceux-là sont en charge de son avenir sportif avec sérieux et responsabilité? Non. Il faut que les gens sachent quels actes ils posent. Et quand ils sont commus à des charges de ce type-là, on n'est plus en charge de soi, on n'est plus en souci de soi. On ne doit plus être en souci de soi, mais de l'ensemble qui vous a mis là. Dans le cas d'espèce, il s'agit du Mali. Monsieur le Président, lors de votre passage dans la région de Sikasso, vous avez été honoré par les bois, les bobos, on les appelle. Vous avez été élevé au rang de Mumbe, qui veut dire roi de Maou. Voilà, Ibeka désormais, donc roi de Maou, pour avoir honoré vos promesses. Hein. Nous regardons les images. Un manteau royal taillé sur mesure pour un prince du Mandé, Ibeka devient roi de Maou. Ibeka Mumbe, on appelle. Mumbe, voilà, Mumbe, ça veut dire le prince de Maou, le roi de Maou. Mou, ça c'est le nom, c'est l'appellation authentique du village de Maou. Maou, ça c'est la colonisation, on peut déformer pour l'adapter. Le nom authentique c'est Mou, Mlo, le village de Maou. Donc Bé, ça c'est le roi, Mumbe, le prince de Maou. Mumbe un sona. Mumbe Matayien. Justement, la question, est-ce que là aussi ce sera un virage? Les missions, les sorties étaient axées sur l'international. Maintenant, on voit Sikasso. Est-ce qu'il y aura d'autres étapes à l'intérieur? Est-ce que vous allez prendre la latérite, Président? Tangara, quel bonheur. Vous savez, moi j'étais étonné que l'on me dise préférer l'international. L'international, j'ai connu quand j'étais Premier ministre. Je ne crois pas qu'aucun Premier ministre du Mali ait autant voyagé que moi.
en lieu et place du chef de l'État. Non. Mais chaque mission a ses contraintes. Il fallait que le Mali fût là, et le Mali était là. Ça vient 2 ans après quand même, Monsieur le Président. Le Mali a eu un accord de paix quand? Très récemment. Très récemment. Je suis à mon affaire. Okay. Je suis à mon affaire. Parfaitement à l'aise par rapport à mon mandat, confié par les Maliens. Ce bonheur immense d'un accord de paix signé en République du Mali, tel était le contrat principal, mais qui est loin d'avoir atteint son point d'achèvement entre le peuple du Mali et moi. Cette étape franchie, retourner au pays profond pour les tâches de développement qui n'ont jamais d'ailleurs été arrêtées. D'abord dire ce point auquel nous sommes parvenus, dire que nous sommes également en charge de tout le reste, et également m'assurer de la fraîcheur, de la confiance du peuple. Et j'étais fabuleusement heureux pendant ces 5 jours. Et je n'ai eu aucune peine. On oublie souvent que moi j'ai été patron d'ONG international. Mali, Burkina, Niger, que mon boulot c'était d'aller dans le pays profond. Donc j'étais très heureux. J'étais très heureux. Et je pense que c'est désormais sur l'agenda. On m'avait dit que c'était la zone la plus difficile. Surtout, on m'avait dit que Kolondiéba, il n'ira pas à Kolondiéba, Ibeka. J'étais à Kolondiéba avec des trous à négocier, mais tout cela donnait un bonheur absolu. Pour me rendre compte qu'il y a un besoin de développement profond de ce pays. Je le savais. Je le savais. Mais qu'une région entière, comme celle de Kolondiéba, frontalière, n'ait pas attiré l'attention en termes d'infrastructure, au point qu'on ait laissé ce outil se dégrader pour n'être même pas digne d'être une piste aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous êtes à Kolondiéba que vous avez un parent malade, qu'il faut référer à un centre, c'est pas évident. C'est la même chose que j'avais connue à Mahou. Quand les vieux m'ont accueilli à Mahou, en me disant que les 8 km qui séparent Mahou de Kouri sont un enfer pour les femmes enceintes, que lorsque vous avez une parente en travail et que ça s'avère difficile par les matrones, qu'il faut donc évacuer, vous commencez déjà à porter le deuil au niveau familial. Très souvent, la personne vous revient, non, sans vie. Ça m'a touché dans mon être le plus profond. Et j'ai dit, chers parents, les propos de campagne sont des propos de campagne, mais voyez mes propos au-delà de ça. Il s'agit là d'une affaire humaine, profondément humaine, que moi je trouve des frères, des pères, des mères, des sœurs, mes filles, dans de telles situations, me révulsent. Et dussé-je ne faire que cela pendant mon mandat, je le ferai. Et Dieu merci, ça l'a été de fort belle façon, au point que mon chauffeur qui adore les pointes est arrivé à Mahou sans s'en rendre compte. Il a oublié, parce que c'est le même qui m'avait amené dans le même Mahou, il a oublié toute la souffrance que nous avons endurée pour franchir les mêmes kilomètres, et il y a seulement 2 ans. Okay. Je l'ai fait pour mes campagnes, mais je l'ai fait aussi parce que c'est un devoir régalien d'un homme aux affaires. C'est tout. Kolondiéba, Yorosso, Mahou hier, peut-être demain, Kidal, Anefis, Tizawaten. Pourquoi pas. Nous sommes en train de créer les conditions pour ce faire. Si je dois aller à Kidal pour compromettre ce qui a été acquis, je ne le fais pas. Je fais confiance à mes frères, que j'accueille fraternellement ici, qui partagent le couvert avec moi, qui auront bonheur à me recevoir pour la même chose, comme ils l'ont fait par le passé.
Nous avons partagé le Michoui il y a quelques années, nous le referons ensemble. Je le ferai. Et tout cela est prévu dans le cadre de notre accord de paix. Et sera fait, Inch'Allah. Nous irons. Okay. Quand le moment sera venu. Dernière question. Vous bouclez 2 ans de présidence à la tête du Mali. Qu'auriez-vous vraiment réalisé que vous n'avez pas pu faire pendant ces 2 ans? Quel est votre élément de satisfaction pendant ces 2 ans? Et quelles seront vos priorités pour les 3 années à venir? Vous savez, ce n'est pas l'heure du bilan. Pour autant, au bout de 2 ans, il est permis une petite rétrospective. Vous savez, notre pays plombé quand j'arrivais. Au point où je l'ai trouvé, non. Pourquoi je dis que certains, par décence, devaient se taire? On ne peut pas avoir amené le pays aussi bas. Pour tout ce qui est essentiel pour un pays, sa place au monde, sa survie, ces forces armées qui sont sorte de décision politique. Non. Mais un environnement de travail. Le Mali est un bijou qui mérite que l'on s'en occupe à hauteur de souhait, de dignité et d'honneur. Là où je reçois, en le nom du Mali, doit de dignité réelle. Pour moi, il en va ainsi dans tous les domaines. J'ai eu mal de voir la tristesse de nos lieux d'autorité à travers le pays, surtout là, à travers la région de Sikasso. Les logements de nos juges, non, non. Nos palais de justice, non. L'État gagnerait beaucoup à se respecter en faisant que, et je le dis, je le dirai davantage encore aux différents ministres, je jurerai chacun d'eux, dans la capacité qu'il prouvera, qu'il montrera, à faire que son secteur connaisse, dans ces domaines-là qui me sont chers, un sursaut, en termes de dignité, d'honneur, de respectabilité. Autant les ministères sont avenants, et tout, autant doivent l'être ceux qui sont en non-lieu et place à l'intérieur du Mali. Et il n'est pas question de manger à l'hôtel au Mali. À ce cas, je l'ai dit, je vais dans le pied au pied-à-terre. On a laissé tout au long des ans aller à volo. Des résidences officielles, vous voyez, on va laver le linge de la famille, vous le voyez pendu. Et tout. Si je trouve ça chez un administrateur, je te relève immédiatement. J'ai dit également que je souhaite que la préfectorale soit moins débraillée en respectabilité par rapport aux citoyens. Là, nous avons un effort à faire. Quand on est dans l'État, on se doit d'être avenant, d'être correct. C'est un devoir de politesse, de correction. Ensuite, élément fondamental pour moi, dans chaque région, nous devrons avoir dorénavant, au plan de la santé, un plateau technique digne de ce nom, de référence absolue, pour qu'on n'ait pas à trimballer un malade grave de Sikasso à Bamako, de Koutiala à Bamako. Niena a été une belle surprise. C'est un centre de référence de qualité et je crois que nous nous honorerions beaucoup en faisant en sorte que ce soit le cas désormais partout. Et comme je dirais partout, Inch'Allah, je verrai. Je verrai. Un administrateur digne de ce nom est celui qui pousse, qui tire la région. Et la régionalisation va mettre également à l'épreuve la capacité de gestion de nos élus, ceux qui seront élus au niveau régional. Il y a beaucoup de déficits, beaucoup de déficits. Et je souhaiterais également aussi mieux réussir la restriction de la dépense publique.
trop souvent encore, c'est des choses qui peuvent paraître anecdotiques. Je le vois à Koulouba ici, même à Koulouba ici, c'est moi qui éteins les clims, qui éteins les lumières. C'est pas normal. Parce que on pense que c'est Forbado. Et les Bassara. C'est impôts. Qu'on apprenne à respecter cela. Moi, je vais essayer d'être, plus que par le passé, le plus disponible possible vis-à-vis des uns et des autres, d'accès, pour que dans l'échange, nous fassions en sorte toujours d'améliorer l'existant dans ce pays. Et je tends la main à mes frères de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition contre Ibeka. Je suis le chef de l'État. Que tel le veuille ou non, je suis son patron. Je parle de fait des Maliens. Donc s'il y a opposition, c'est par rapport au RPM peut-être, mais pas moi. Donc il faut que chacun soit disponible à m'accompagner dans la mission nationale. Nous avons aujourd'hui des défis colossaux, sécuritaires, qui nécessitent que nous soyons tous là, la main à la pâte. Et je crois que l'exercice qui consisterait à tout nier, à tout négativer, n'est pas bon. Je vous dis, quand vous voulez être, le terme je l'emploie carrément méchant, vous finissez par avoir un rictus qui va vous rendre laid. Soyez plutôt détendu. Le rictus va disparaître et ce qui est avenant en vous va apparaître. Moi, je suis disponible, je n'ai pas le choix d'ailleurs, pour que, ensemble, nous fassions de ce pays un pays envié. Si, dans le parcours, des erreurs sont commises, ce serait malheureux que je ne roule pas les oreilles, que je n'écoute pas. Qu'à Dieu ne plaise sur mon cœur. Allah kanke, ma kunandie, Allah kantlo ke tlo kunandie. Celui qui n'écoute pas, qui pense qu'il est quoi? Je dis ça tout le temps, mais le seul dont la puissance est réelle. Même maintenant, je m'en vais, vous ne pouvez pas m'arrêter. Ni l'argent, ni vous. Donc, la seule puissance que moi je reconnais, c'est celle-là. Pour le reste, soyons vraiment là, l'ai-je été, ai-je tenté de l'être? Je le serai en tout cas. De toute ma force, de toute mon âme, de tout mon cœur. Ouvert et fraternel à tous les Maliens. Parce que ce qu'ensemble, tous vous m'avez confié n'est pas facile. Et il est bon que vous sachiez que c'est votre affaire à tous. Que nul ne sera exclu de ce travail-là qui nous est commun. C'est notre affaire commune. Nous devons la porter au CIM. Au CIM, pour que notre beau Mali demeure, c'est que cela dont nous sommes fiers, que nous citons à tout bout de champ, avait réussi à faire. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir reçus pour cet entretien. À vous également, Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis sur les antennes de Africap Télévision et sur les antennes radio-télé de l'ORTM. Passez d'excellents moments de télévision. À vous, Monsieur le Président, on va dire, joyeux anniversaire. Merci bien.